Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la démocratie peut-elle reprendre le contrôle de la technique ? Honneur aujourd'hui de recevoir le philosophe américain Andrew Finberg, pionnier des recherches online, titulaire de la chaire canadienne en philosophie et technologie de l'université Simon Fraser, membre aussi du Collège international de philosophie à Paris. Il parle couramment anglais, français et aussi la langue informatique, influencée par l'école de Francfort et par la sociologie constructiviste. Il rappelle que la technique est avant tout un outil à usage et à visage humain, qu'elle dépend des usages sociaux qui la conditionnent. Ni technophile candide, ni technophobe décliniste, il préfère regarder à l'horizon révolutionnaire que réactionnaire, plaidant pour une critique par-delà la dystopie pour qu'advienne un autre monde. Auteur déjà d'une théorie critique de la technique chez Lux en 2014, suite 10 ans après de son essai fondateur Repenser la technique vers une technologie démocratique paru à la découverte. Bonjour à vous Andrew Finberg. Bonjour. Est-ce que le micro est bien placé ? Est-ce que le micro est bien placé ? Je ne sais pas. Oui, on va tester ça. Alors tout de suite avec une première question. Cette semaine, la neutralité du net, Andrew Finberg, qui permettait un accès et une transmission des données égales pour tous, a officiellement pris fin aux États-Unis. Est-ce qu'on assiste avec cela à un changement de régime, ou en tout cas à un changement de paradigme ? C'est certain que ça aura des effets énormes sur l'Internet. Déjà, des canaux de plus grande vitesse et d'autres, évidemment, de moindre vitesse arrivent sur le net. Ce qui va permettre aux services qui nous vendent le net de faire payer plus cher des entreprises comme Netflix pour avoir un meilleur débit. Et en même temps, ça va décourager les gens de communiquer sur le net parce que leurs communications ne sont pas payées, ils ne peuvent pas participer aux frais et ils vont être ralentis. Donc un effet sur le net et un effet pour les usagers. Est-ce que c'est une mesure antidémocratique ? Absolument. Ça contribue à la centralisation, la concentration du net. Ce qui se passe, c'est que les compagnies qui livrent le signal veulent partager l'argent fait par des compagnies qui nous présentent des services sur le net, comme par exemple Facebook ou Netflix. Ils veulent avoir un peu du fric que gagnent ces compagnies en les offrant des services accélérés, un débit plus rapide. Et c'est totalement contraire à l'esprit des pionniers d'Internet. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu préserver cette neutralité du net ? Il n'y a pas de garant pour cela ? C'est les affaires. Hein. C'est ceux qui ont de l'argent, ils influencent la politique, surtout maintenant avec Trump, président des États-Unis. On sait que tout est à vendre. Ils peuvent même s'offrir une neutralité. Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? Quel drôle de monde. Ouais. Une question d'Antoine Mercier. Oui, parce que là, on était tout de même avec cette question au centre de le grand questionnement autour d'Internet. Est-ce que ça va être un outil gratuit, quelque chose qui allait nous sortir précisément de la marchandisation à tout crin et qui allait nous permettre peut-être de trouver une fenêtre de libération de cette pesanteur. Or, il se trouve que la marchandisation d'Internet est en route aussi. Est-ce que là, on n'est pas, indépendamment du passage évident entre deux systèmes, est-ce qu'on n'est pas dans une rupture complète ? C'est-à-dire qu'on perd l'occasion pour Internet de devenir ce moteur un peu révolutionnaire par rapport à la marchandisation ? Et est-ce que tout est perdu ? Je ne dirais pas que tout est perdu parce qu'on n'est qu'au début d'un tournant. Et il faut voir la réaction. Il y aura peut-être une réaction très forte de la part de... Parce que tous les jeunes sont contre. Hein? Donc il y a une énorme population de gens qui vivent que par l'Internet. C'est leur Et qu'est-ce qu'ils peuvent compagnon faire ? Qu'est-ce qu'on constant. peut faire ? Ils peuvent voter. Ils peuvent protester. Ils peuvent avoir une influence sur la réglementation dans l'avenir. Et je pense que renverser cette décision est possible. C'est aussi pour ça que vous, Andrew Finberg, vous continuez à prôner une forme d'auto-organisation au sein de la sphère technique elle-même. Oui, je pense que la technique n'est pas autonome. Là, j'ai une opinion qui est évidemment contestée par beaucoup de gens.
Je pense que la technique fait partie de la société comme d'autres institutions, comme les écoles ou les églises, la famille, toutes ces institutions sociales font partie de la société et ils sont influencés par l'opinion, par l'ambiance politique, par la réglementation. Et l'Internet fait partie de cette structure galaxie, sociale. Ouais. Oui. Et donc, on peut pas dire que ce qui se passe actuellement, par exemple avec la disparition de la neutralité du net, c'est inscrit dans la destinée technologique. C'est pas ça, hein, c'est inscrit dans la destinée politique. Mais cette destinée politique, on peut le contester. Mais ce qui montre que cet espace qui est Internet se retrouve aussi au croisement de forces qui ne lui sont peut-être pas supérieures, mais en tout cas qui interagissent sur elle. Elle n'est pas autonome, cette technique, comme vous le dites, Internet non plus. On peut prendre un autre exemple dans l'actualité, GitHub, qui est racheté par Microsoft, cette plateforme de développement open source rachetée par l'un des principaux opposants au logiciel libre. C'est un autre exemple pour vous de cet espace démocratique qui serait en train de se réduire à peau de chagrin? Ça, c'est plus difficile à comprendre parce que il y a des cas d'entreprises privées qui ont financé et organisé des recherches d'intérêt public. Par exemple, Bell Labs, qui a été créé par le monopole du téléphone, mais qui a contribué au développement technique et scientifique, en dépit du fait qu'il avait cette mission économique à la base. Donc on peut pas dire d'avance que ça sera un désastre, mais il y a évidemment le potentiel est là, hein, peut-être parce que le logiciel libre dépend de la bonne volonté des gens qui participent à des projets. Alors pourquoi participer par bonne volonté quand c'est une question d'argent, hein? Les gens vont pas au travail pour se faire plaisir, même s'ils aiment bien travailler, ils veulent qu'on les paye s'ils travaillent dans une entreprise privée qui a comme mission de faire de l'argent. Et donc, ça c'est le risque de cet achat du système de logiciels libres par une entreprise privée. Mais c'est possible qu'ils s'organisent pour empêcher cette dégénération. Est-ce que c'est qu'une question d'argent, Andrew Finberg, ou c'est aussi une question politique? C'est-à-dire quel intérêt pour ces grandes entreprises, quel intérêt commerciaux, on les voit, mais quel intérêt politique aussi, voire idéologique, à mettre la main sur ces espaces de liberté? Justement, il y a des cas différents, hein, parce que la production des connaissances et des logiciels, ça peut profiter à tout le monde. L'Internet, par exemple, est soutenu par des logiciels libres et ça profite à toutes les entreprises qui utilisent l'Internet pour faire de l'argent pour leurs actionnaires. Donc, on ne peut pas dire que, par nature, il y a une opposition entre l'entreprise et le bien public. Mais souvent, on voit des tendances à transformer des institutions qui ont une fonction publique quand ils sont dans l'orbite d'une entreprise privée, parce qu'il y a des cultures différentes, des attentes différentes qui peuvent entrer en conflit. Dans le cas de la neutralité du net, il n'y a aucune ambiguïté. Ça, c'est tout simplement un take-over, hein, par l'entreprise privée d'un espace public. Et c'est une appropriation d'un espace public. Mais dans le cas de Microsoft, c'est plus compliqué. Il faut attendre pour voir les conséquences. Un mot des fake news, Andrew Finberg, après la mainmise commerciale qu'on vient d'évoquer, l'autre risque n'est-il pas celui de l'État? Est-ce que l'État peut, à vos yeux, être le garant de la liberté d'information, et est-ce qu'il peut aussi corriger les dérives éventuelles d'Internet et des réseaux sociaux en matière de liberté? Oui, ça c'est une question très difficile, hein, parce que on voudrait bien censurer les opinions des gens avec qui on n'est pas d'accord,
Mais c'est pas une bonne idée parce qu'eux, ils ont la même intention envers nous. Donc, comment distinguer le fake news des différences d'opinion légitimes? Même des différences d'opinion qu'on sait très bien reflètent des illusions ou des erreurs. Et ça, moi, je pense qu'il faut commencer par l'autre bout. C'est pas par les opinions, c'est pas par le fake news qu'il faut commencer, c'est par les producteurs de fake news. Il faut essayer de savoir qui envoie quoi. Ah ben voilà, mais c'est la question qu'a posée Donald Trump dans le débat public récemment. On l'a vu aux États-Unis. Le pouvoir peut aussi être le premier pourvoyeur de fake news, peut-être, tout en prétendant lutter contre ou en discréditant certains médias, en leur reprochant de délivrer des informations mensongères. Ben oui, mais on peut dire n'importe quoi. Et lui, il le dit constamment. Mais il attaque les sources légitimes d'informations qui ont une histoire derrière eux, qu'on sait plus ou moins fiable, comme par exemple le New York Times. Mais ça, c'est absurde. Hein? On ne le prend pas au sérieux. Il y en a quand même qui? Ben, il a des électeurs, oui, mais... non, mais je parle, par exemple, d'interventions d'État, comme la Russie, dans les élections. Ces interventions, on peut les tracer à leur source et on peut... Ça, c'est des actes de cyberguerre. C'est pas une différence d'opinion légitime, c'est une propagande politique d'un pays. Et même s'il y a des cut-outs, hein, des entreprises qui semblent indépendantes de l'État, on sait très bien d'où vient leur financement, d'où vient leur personnel. Et il faut lutter contre. Et ça, c'est pour commencer. Hein. Avant qu'on pense à la censure des opinions sur le net, il faut commencer par contre-attaquer contre les invasions étatiques dans l'information. Mais quand je vous dis État et fake news, législation, ou le fait que l'État veuille légiférer sur ce sujet, vous répondez tout de suite censure et pas arbitre. C'est-à-dire que pour vous, l'État est quand même insidieusement, ou pourrait être un censeur de ces questions-là, plus qu'un arbitre. Vous ne lui accordez pas cette légitimité d'arbitre qu'il voudrait s'octroyer? Non, je ne pense pas. L'État comme arbitre de ce qu'on peut dire dans le domaine public, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, d'accord. Non. On l'a déjà essayé. Oui, c'est ça. Antoine Mercier, une question. Cette invasion étatique dont vous parlez, c'est quand même une constante dans la diplomatie en général et dans les rapports de force internationaux. Donc simplement, il y a des moyens supplémentaires qui sont donnés, très puissants, dans la manipulation. Alors qu'avant, c'était peut-être plus artisanal. Et donc, encore une fois, c'est une arme contre laquelle on aura beaucoup de mal, à combattre, parce que c'est un mouvement, j'allais dire, naturel. C'est une politique qui est conduite par beaucoup de nations. On a dépassé un certain seuil avec l'Internet. Hein, c'est ça, depuis 2 ou 3 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu de la propagande. Et même de la propagande envoyée de l'extérieur par des États ennemis. Mais avec l'Internet, on a la possibilité de masquer la source. Et donc, c'est ses voisins. Vous connaissez ce dessin fameux du New Yorker, de 2 chiens qui sont devant un ordinateur. Et un des chiens dit à l'autre... Ce qui est formidable avec l'Internet, c'est que personne ne sait que vous êtes un chien. Donc, c'est ça l'anonymat qui fait le danger. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lutter contre. Et il faut considérer ça non pas simplement comme de la propagande classique, mais comme un acte de guerre. Notre invité aujourd'hui est le philosophe américain Andrew Finberg. On va parler technique, on va parler démocratie aussi, et puis peut-être scénario d'avenir ensemble jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est 13h11 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
La technique est idéologique et ça, vous le confirmez, Andrew Finberg, mais pas par essence. Et là, vous vous différenciez d'une certaine manière d'Heidegger en vous rapprochant d'un autre maître à penser qui est Marcuse, de la même manière qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise par essence, cette technique. Cette question d'une sorte de technophobie ou de technoscepticisme avait été posée dans les années 70 au philosophe Martin Heidegger, qui avait décrypter cette question technique un peu avant tout le monde. Lui rappelait bien qu'il n'était pas contre. Écoutez son argumentaire. Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik. Je dois tout d'abord dire que je ne suis pas contre la technique. Je n'ai jamais parlé contre elle, ni contre ce qu'on appelle son caractère démoniaque. J'essaie seulement de comprendre l'être de la technique. Lorsque vous évoquez cette idée du danger que représente la bombe atomique, et du danger encore plus grand que représente la technique dans son ensemble, je songe à ce qui se développe aujourd'hui sous le nom de biophysique, à ce que, dans un temps prévisible, nous serons en mesure de façonner l'homme, de le construire dans son essence organique même, tel qu'on en a besoin. Des hommes adroits et des maladroits, des intelligents et des sots. On va en arriver là. Les possibilités techniques sont aujourd'hui au point. Mais il faut avant tout récuser le malentendu d'après lequel je serais contre la technique. Tout au contraire, je vois dans la technique, dans ce qui en est l'être, que l'homme y est placé sous l'emprise d'une puissance qui le pousse à en relever les défis et face à laquelle il n'est plus libre. Je vois que quelque chose s'annonce, à savoir une relation de l'être à l'homme, et que cette relation qui se dissimule dans l'être de la technique pourrait un jour se dévoiler dans toute sa clarté. C'était une peur infondée, celle d'Heidegger, cette idée que la technique allait réduire le réel à une mécanique. Ça ne s'est pas confirmé, Andrew Finberg. Disons que la grande peur de Heidegger, c'était que l'homme oublie qu'il est différent des choses, qu'il s'assimile aux choses. Et dans cet oubli, il fasse du mal à lui-même et au monde. Et cette idée de la construction de l'homme par la biologie, c'est déjà dans le meilleur des mondes de Aldous Huxley, hein, où les hommes sont produits pour des postes dans la division du travail. Je ne pense pas que c'est ça ce qui l'a vraiment fait peur. C'est plutôt la perte de conscience de la différence entre un homme qui est conscient, qui peut recevoir le sens du monde, et les choses qui sont inconscients et qui, en soi, peuvent pas apprendre, peuvent pas comprendre le sens. Et cette disparition de l'homme, non pas en tant qu'être physique, mais en tant qu'être spirituel, ça, je ne dis pas que c'est une illusion. Alors c'est lui qui était trop catastrophiste et pessimiste dans sa manière de concevoir l'homme et l'humanité, ou c'est vous aujourd'hui, en étant plus optimiste, qui faites preuve peut-être de trop d'angélisme par rapport à la technique ou à l'homme qui l'utilise? C'est pas une bonne idée d'exagérer les positions, hein. Lui, il essaie dans le texte que vous venez de présenter, il essaie de corriger le tir, hein, dire je suis pas technophobe. Corriger mon tir oui. Aussi, vous concernant. Bon, quelles sont pour vous aussi d'ailleurs les dérives aujourd'hui de la technique qu'il faudrait justement corriger? Il y a beaucoup de problèmes, par exemple, avec peut-être ce dont on parle le plus aujourd'hui, c'est l'environnement, hein, c'est le climat. Nous sommes en train de modifier le climat. Est-ce que nous pouvons nous arrêter de faire ces dommages à notre propre habitat? C'est ça la grande question dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et c'est changer de manière de vivre pour faire moins de dommages, c'est quand même une question sociale et culturelle, et aussi bien que politique.
Et on n'est pas en très bonne position pour le moment. Surtout pas avec Monsieur Trump comme chef du monde. Mais c'est ça que certains critiquent aujourd'hui, c'est justement ce solutionnisme technologique, le fait qu'on ait presque une solution technique à tous nos problèmes. Ça, s'il y avait une solution technique au problème du climat, tout le monde serait très content de l'appliquer. Le problème, c'est que ce n'est pas simplement une question technique. La technique fait partie de la solution, mais aussi il y a des manières de... Par exemple, je donne l'exemple des transports urbains qui sont organisés autour de la voiture. C'est catastrophique d'un point de vue écologique. Est-ce qu'on peut changer ça? Bien sûr, il y a des taxis, il y a des bus, il y a le métro, il y a des alternatives. Mais juste le vélo. Le vélo, oui, évidemment. Et aussi, on peut marcher. Oui. Paris n'est pas très grande quand il n'y a pas trop de voitures pour bloquer tous les coins de rue. Mais il faut faire des choix culturels et sociaux et économiques et politiques pour arriver à la solution qui est à portée de main. On peut reprendre la question. Lundi, c'est le bac philo. Vous êtes philosophe, vous avez posé la question centrale, la technique est-elle autonome ou pas? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut effectivement la mettre au service? Est-ce que l'homme peut la maîtriser? Ou est-ce qu'au contraire, elle impose son tempo à l'homme? Finalement, on a le sentiment que c'est là où se passe la rupture aujourd'hui entre deux positions qui consistent à dire l'un, il faut s'adapter à cette technique que de toute façon qui nous impose sa manière de voir et à travers laquelle il va falloir transformer l'homme pour qu'il s'adapte à ce mouvement, à ce progrès. Et vous vous dites non, nous pouvons nous-mêmes maîtriser ça, même si on ne peut pas vraiment le faire facilement, tout simplement parce qu'on n'est souvent pas... On ne réalise pas que l'on peut le faire. Oui. Est-ce que c'est ça qui bloque beaucoup? C'est l'idée qu'on n'a pas conscience de ce pouvoir que l'on a sur les choses? Oui, c'est l'inconscience générale de la technique qui est l'obstacle, parce qu'on prend la technique comme une nature. On le considère comme une nature. On ne peut pas changer les montagnes et les fleuves, mais la technique n'est pas une montagne, une fleuve, c'est une production humaine et il peut être transformé. Mais nous sommes comme les poissons qui ne savent pas qu'ils sont mouillés parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être dans l'eau. Et pour nous, la technologie, c'est notre environnement. Mais je ne suis pas pessimiste parce que je constate que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mouvements sociaux et des changements culturels qui ont changer la trajectoire de la technique, du développement technique. Par exemple, l'écologie, c'est le plus grand exemple. Parce que je me souviens, quand je faisais des recherches sur les débats écologiques il y a très longtemps, j'ai trouvé une magazine des affaires aux États-Unis où on disait que les États-Unis étaient bénis parce qu'il y avait beaucoup de fleuves où on pouvait jeter les déchets de l'industrie. On ne dirait pas ça aujourd'hui. Aussi, j'ai trouvé un manuel de sciences politiques où on mesurait le développement des sociétés par la quantité d'énergie dépensée par tête d'habitant. Là encore, impossible de penser comme ça aujourd'hui. Donc, il y a eu un changement énorme dans la trajectoire du développement économique et technique qui, à cause de changements dans l'opinion qui ont été exprimés dans les mouvements sociaux et reflétés dans la réglementation, dans la politique. Et si ça, c'est possible, beaucoup d'autres choses sont possibles. Et vous, comment vous avez évolué, Andrew Finberg? Comment vous avez réévalué, avec ces changements, vos propres hypothèses, penser puis repenser la technique, oui, pour reprendre le titre de l'un de vos premiers ouvrages traduits en France? J'ai commencé... Moi, ça, c'est une longue histoire, parce que j'ai commencé dans une famille de scientifiques. Et nous avions une attitude très positive envers la technique, à l'exception de la bombe atomique. Ensuite, j'ai lu Heidegger,
j'ai été étudiant de Marcuse, qui était lui-même étudiant de Heidegger, et j'ai appris que la technologie est idéologique, qui représente une force qui peut déformer et même détruire l'existence des hommes. Et ça m'a influencé, mais j'ai jamais été complètement convaincu. Et par la suite, j'ai travaillé dans plusieurs institutions techniques, dans une fondation médicale et aussi dans un institut de recherche où nous avons plus ou moins inventé l'éducation en ligne. Et donc j'ai appris pas mal des spécificités, des détails, hein, la vie technique dans ses sources, non pas simplement dans les conséquences qui arrivent quand on achète. Bon, j'ai vu la flexibilité de la technique dans ces deux institutions, la possibilité de le remanier, de le faire servir à des objectifs qui n'étaient pas du tout pensés au début. Et c'est ça qui m'a donné la position. C'est-à-dire, c'est ma façon de repenser la technique, c'était à travers ces expériences. Et c'est cette position médiane que vous développez, c'est cette troisième voie que vous ouvrez entre aspiration utopique, comme vous l'écrivez, et peur dystopique. Vous n'êtes ni de ceux qui pensaient qu'il faut tout corriger, que la technique est une dérive permanente. Vous êtes plutôt de ceux qui pensaient qu'il faudrait augmenter ses qualités aujourd'hui. Comment vous pouvez la définir, cette troisième voie, alors qu'on se heurte encore souvent aujourd'hui à un débat un peu stérile sur cette question, justement, entre les technophiles et les technophobes? Oui, moi, je pense que les deux positions sont démobilisantes. Heidegger a dit dans le texte que la question, c'est le défi de la technique. Pour lui, le défi, c'est il a eu une mauvaise inspiration en pensant à comment répondre à la technique, au défi de la technique. Mais je pense que les interventions, ce que j'appelle des interventions démocratiques du public dans l'orientation du développement technique, c'est ça la réponse au défi. Et pourquoi le public serait-il concerné, plus avisé? Non, mais plus avisé que les gens qui réfléchissent. Parce que le public souffre toutes les conséquences. L'ingénieur qui construit un système, il est conscient de son champ. Mais une fois que le système est installé, il a des conséquences qui en dehors de son champ. Et ces conséquences sont vécues par les gens qui vivent avec. Et c'est comme ça qu'une autre connaissance se développe dans le public, qui n'est pas une connaissance technique proprement dit, mais qui est quand même une connaissance des conséquences des décisions techniques faites par des spécialistes qui souvent ignorent tous les aspects de leur propre... on s'en rend compte tous les jours, oui, dans tous les domaines finalement. Est-ce qu'il n'y a pas justement, Andrew Finberg, un problème avec cette méconnaissance du public, du grand public, et on s'inclut dedans bien sûr, à l'égard de la technique? Écoutez ce qu'en disait notre invité l'an passé, François Jarich, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Il est historien, il a écrit Technocritique, il a aussi écrit La modernité désenchantée, et il était là à l'occasion de Promesses robotiques et liquidation du politique. Aujourd'hui, on comprend beaucoup moins les objets techniques qu'on les comprenait au 19e siècle, quand on était capable de les bricoler, de les fabriquer. C'est peut-être une des différences entre la technique et la technologie. La technique, c'est un outil qu'on peut s'approprier, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, connaître. Comment vous voulez connaître et vous approprier véritablement la robotique, les téléphones portables, qui reposent sur des modes de fabrication dans lesquels, justement, l'utilisateur est totalement exclu. Donc moi, je veux bien l'argument que le refus de la technique serait le résultat d'une forme d'ignorance. Mais l'ignorance par rapport à la technique, elle est socialement construite et elle a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui.
ça me paraît évident aujourd'hui, si on prend n'importe quel objet technique, qu'au cours du XXe siècle, il y a eu un processus d'exclusion de l'utilisateur. Donc il y a beaucoup de sociologues, de philosophes qui aujourd'hui expliquent que si on refuse la technique, il ne faut pas refuser, il faudrait bien l'accueillir, il faudrait développer des apprentissages pour mieux la comprendre. Mais le problème, c'est que dans les modes de fabrication et dans la nature des objets qui sont mis sur le marché aujourd'hui, cette idée de l'exclusion de l'utilisateur, elle est construite. Elle est construite pour éviter le réparage, pour éviter qu'on les fabrique nous-mêmes dans notre coin. Et ça, c'est pour ça que je ne suis pas contre la technique, ça n'a aucun sens. Je suis contre. Je m'interroge et j'ai des doutes sur un certain nombre de trajectoires techniques. Mais on n'est jamais contre la technique. On est toujours contre une trajectoire déterminée. La technique, c'est du social réifié dans des objets. Et donc, quand on est contre certaines trajectoires techniques, on est contre aussi les rapports de force sociaux, économiques, politiques, les imaginaires culturels que véhiculent ces techniques. Ou quand la revue Esprit s'intéresse aux problèmes techniques, Andrew Finberg, est-ce que vous pensez que tout ça est une construction, qu'on construit cette ignorance pour pouvoir aussi garder d'une certaine manière le contrôle et exercer une forme de domination à travers la technique? Bien sûr, c'est ça. C'est ce que veut dire l'idée que la technologie est idéologique. C'est une construction idéologique d'un monde immuable qui ne peut être transformé que par les experts et donc qui exclut la société de toute action envers la technique. Mais cette idéologie est contestée, de plus en plus contestée. Je suis d'accord avec presque tout ce qu'a dit l'historien, sauf une chose, il se focalise sur l'utilisateur. Évidemment, les utilisateurs ne peuvent pas transformer le téléphone cellulaire, pas tous les utilisateurs. Il y a des hackers quand même qui ont transformé des systèmes très complexes parce qu'eux, ils possèdent des connaissances nécessaires, mais aussi ils sont à l'extérieur des institutions et ils agissent en fonction de demandes publiques qu'ils ressentent et qui sont capables d'exprimer techniquement. Mais aussi, il y a un autre problème avec sa position, c'est que les conséquences, même si les techniques sont compliquées, les conséquences sont souvent simples. Et les gens peuvent réagir aux conséquences, et avec l'aide de techniciens ou de scientifiques qui sont intéressés par leurs problèmes, s'exprimer d'une façon rationnelle et proposer des solutions, même s'ils n'ont pas d'entraînement d'ingénieurs. Et on a vu ça souvent, par exemple, dans le cas de Flint, Michigan, cette ville dans l'État de Michigan, où le système d'eau a été changé sans qu'on ajoute les éléments chimiques nécessaires pour protéger les tuyaux, les vieux tuyaux en plomb. Et on voyait l'eau sortir du robinet brun, marron. Alors là, on n'avait pas besoin d'un diplôme pour savoir qu'il y avait un problème.